Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce webinaire où nous allons avoir tous ensemble un moment qui, nous le souhaitons, vous sera le plus utile possible. Nous sommes ensemble pour une heure, une heure précisément, dans lequel on va en effet aborder un sujet particulier qui vous intéresse, sinon vous ne seriez pas là. Donc, merci de nous mettre un petit commentaire dans le chat en nous précisant par exemple de quelle région vous venez. Et puis, on va vous expliquer comment ça va se passer, quels sont les intervenants, le tout en bonne humeur, plein soleil, Mhm. décontracté. L'idée, c'est en effet que vous ressortiez avec des informations qui vous sont utiles. Donc, concrètement, pour que ce webinaire se déroule dans les meilleures conditions, on va commencer par quelque chose que nous aimons bien, c'est rappeler des règles et des consignes. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat. Et donc, regardez bien où il se situe. Vous avez éventuellement un petit onglet sur la droite qui vous permet de l'ouvrir ou de le fermer. Et dans ce chat, vous pourrez en effet progressivement, au fil de l'eau, déposer vos questions. Avec mon intervenant à qui je vais laisser la parole d'ici quelques minutes, nous aborderons plutôt les questions à la fin de ce webinaire. Donc, ne vous énervez pas. C'est pas qu'on n'a pas vu vos questions, c'est simplement que sur un plan méthodologique, on va vous apporter du contenu et généralement, vous allez avoir déjà pas mal de réponses à vos questions. Heu, une intervention en 2 temps, puisque, cette intervention, va aborder, la thématique, qui concerne le bilan. Quelques rappels déjà, principalement, qui concernent, les semaines de l'évolution professionnelle. Elles ont commencé ce lundi 7, et elles vont aller en effet jusqu'au vendredi 18, donc 2 semaines folles. Folles parce que, c'est 70 webinaires que vous pourrez accéder, et ce sont des semaines qui sont organisées par l'APEC et Avenir Actif, tous 2 opérateurs du conseil en évolution professionnelle, des salariés du privé et indépendants. Voilà, donc ce sont ces 2 opérateurs principalement qui organisent les semaines de l'évolution professionnelle, et comme vous allez le voir d'ici quelques secondes, on s'associe avec des partenaires régionaux et nationaux. C'est un événement qui est 100% digital, il est gratuit, donc pas de mauvaise surprise, et il est bien accessible à tous. Heu, l'idée, comme on l'annonce, c'est avant tout qu'on place l'évolution professionnelle vraiment au cœur d'un programme où vont venir s'enrichir, on l'évoquait il y a quelques secondes, 70 webinaires thématiques. Pour cela, j'ai la chance, et je lui prie de m'excuser de commencer par moi. Donc là, vous le voyez, c'est Philippe Olin. Voilà, donc je suis chargé de mission partenariat auprès d'Avenir Actif, particulièrement sur l'Île-de-France, qui est un opérateur du CEP. Et j'ai la chance, nous avons la chance, le privilège d'avoir avec nous pas n'importe qui, Serge Maillard. Serge, je te laisse te présenter et, si tu le permets, que tu nous expliques en quelques mots ce qu'est, cette FFABC. Je Très t'en prie. bien. Moi, je te vois un grand avenir en animateur radio, Philippe. Alors, on est quand même, bien que nous soyons dans des organisations différentes, on vient quand même de milieux professionnels qui se croisent souvent. On est effectivement dans la semaine de l'évolution professionnelle. Eh bien, moi, je vais vous parler euh, d'un aspect de cette évolution professionnelle qui est que quand on mène un changement, eh bien, il faut souvent gérer la transition. Alors, j'ai été invité, alors effectivement, moi, j'encadre une entreprise qui fait du bilan de compétences en région, dans une grande région centre-ouest, mais surtout, je viens au titre de représentant d'une fédération professionnelle relativement jeune qui s'appelle la FFP-ABC. Alors, c'est un acronyme un petit peu compliqué. Très simplement, on traite et on regroupe avec nous des professionnels qui sont dans le domaine de l'accompagnement des carrières et plus particulièrement, nous regroupons des centres de bilan de compétences qui sont en général des entreprises indépendantes. Alors, grâce à cette fédération, on peut parler plus facilement au ministère, aux financeurs, à différentes organisations professionnelles et également aux représentants du Conseil en évolution professionnelle.
qui est un dispositif public mis en œuvre par des opérateurs avec des objectifs communs, puisqu'on est amené à coopérer et on verra de quelle manière. Donc voilà, aujourd'hui, on présente 2 dispositifs différents, mais qui, selon moi, sont complémentaires. Alors, à la fédération, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de développer des nouveaux outils, on essaye de dépoussiérer parfois la manière de travailler, on teste des nouveaux outils, on forme nos membres, on développe un label qualité spécifique, on surveille aussi le travail puisque tous nos adhérents doivent nous soumettre le résultat de leur travail et par exemple on analyse la qualité de leur synthèse qu'ils livrent à leurs clients. Alors, on va parler du bilan de compétences, on va rentrer dans le détail après, mais je viens parler d'un dispositif qui est éprouvé et déjà assez ancien, puisque c'est un dispositif qui a été créé dans les années 80, donc on a quand même un petit peu plus de 30 ans de recul. Voilà Philippe pour la présentation de base. Alors, j'ai le plaisir aussi, et je leur remercie, d'avoir, au niveau du chat, Diane. Diane, est-ce que tu nous fais un petit coucou ou pas? Est-ce que tu peux Oui, je fais un coucou à tout le monde. Bonjour à tous. merci du Bonjour. Merci du coup de main, Diane. En tout cas, voilà, donc Diane est l'invité mystère qui va être sur l'activité plutôt du chat. Je le reprécise, merci en tout cas, Diane, de ton appui. Je reprécise bien sûr que cette intervention, ce webinaire est totalement enregistré. Donc la même chose aussi, hein, décontractez-vous, concentrez-vous avant tout, et c'est un choix que nous avons fait avec Serge, de vous présenter des éléments très succincts. Donc il y a pas mal de choses, ou plutôt Serge va être dans l'oral. Donc sachez que le support proprement dit n'est pas envoyé, tout est enregistré. Donc vous aurez accès au replay dès la fin des semaines de l'évolution professionnelle, le lundi 21 octobre. À partir de là, voilà. Merci Diane. Donc nous enchaînons sur le CEP, bilan de compétences, quelle différence? Alors, est-ce qu'il y a autant de différences que ça? Est-ce que ce sont des choses qui sont concurrentes, tout ça? Non, non, non. Vous allez le voir. Ce sont deux, en effet, un service et un dispositif qui sont complémentaires, mais vous en saurez plus d'ici quelques secondes. Concrètement, le bilan de compétences, alors, le micro, il est à toi. Le bilan de compétences, c'est quoi? Tu peux nous en dire plusieurs mots, Serge? Oui, alors bon, j'ai initié la chose en disant que c'était un dispositif créé dans les années 80, qui propose un cadre fixe pour les salariés, les demandeurs d'emploi. On verra un peu après quel public. En tout cas, un des principaux recours pour les travailleurs lorsqu'ils veulent travailler sur leur évolution professionnelle, et d'ailleurs bien avant que le conseil en évolution professionnelle, qui est une innovation récente, existe. Alors, l'intérêt de ce dispositif, pour les usagers aussi pour nous, parce qu'on est fiers de porter cette prestation qui est un dispositif de droit commun, c'est-à-dire qu'il est inscrit dans le droit du travail, et nous avons eu le plaisir de voir qu'il était renouvelé d'ailleurs même dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle en 2018. Donc le bilan, comme on vous l'indique ici, doit permettre des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles. Hein, c'est un élément important parce que ça veut dire que nous devons avoir des accompagnants qui sont en mesure de traiter ces deux dimensions, ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations. Donc voilà, on voit bien là qu'on travaille sur la personne elle-même avant même de s'intéresser au poste qu'elle a occupé ou de ses compétences techniques. Dans la dernière partie, on voit, afin de définir un projet professionnel et le cas échéant de formation. Donc, tout est déjà beaucoup dit dans ce texte de loi, puisque on voit qu'on accompagne les gens pour se projeter. On intègre la notion très importante de projet, sur lequel je reviendrai, bien sûr. Projet, pourquoi? Eh bien, parce qu'on est tous amenés à gérer notre parcours et que à un instant T,
nous allons vouloir trouver des suites à ce parcours avec sans doute des motivations et des objectifs très différents selon la période de la vie dans laquelle on se trouve. Alors, un projet qui va contenir un certain nombre d'aspects à réaliser, et on y reviendra, qui nous amènera à construire un plan d'action. Alors ici, on a précisé un certain nombre de caractéristiques. La neutralité, parce que effectivement, nous sommes des intervenants indépendants. Cette prestation est finançable. Alors moi, j'ai eu tendance très longtemps à faire un peu le parallèle avec la sécurité sociale. Les financeurs sont un peu la sécurité sociale de la formation. Aujourd'hui, avec votre CPF sur lequel on reviendra, vous décidez des prestations que vous souhaitez mettre en œuvre. Une forme d'impartialité, donc liée à cette indépendance et liée aussi à nos méthodologies, et puis le caractère confidentiel qui vient protéger le salarié. On y reviendra aussi. Quand on décide de faire un bilan de compétences, eh bien, on n'est pas obligé de le dire à son entreprise. On peut faire ce bilan hors temps de travail. D'ailleurs, c'est la majorité des cas actuellement, même si le bilan pourrait être aussi finalement exploité en commun, mais c'est la décision du salarié de transmettre ou de partager la synthèse du bilan qu'il aura réalisé. Alors, je voudrais également revenir sur certaines caractéristiques de ce dispositif et des prestataires qui le mettent en œuvre. Donc, je disais que c'était une prestation sur laquelle on avait un certain recul, qui a fait l'objet de nombreuses études pour le poursuivre. Aujourd'hui, tout prestataire de bilan de compétences dépend de la réglementation de la formation professionnelle et dans ce sens a l'obligation de passer une certification qualité avec une mention bilan de compétences, souvent accompagnée d'une autre mention qui est la validation des acquis. Par ailleurs, aujourd'hui, nos financeurs nous appliquent un cahier des charges relativement précis sur ce qu'est le bilan et également sur ce qu'il n'est pas. Voilà, c'est très important parce que de tout temps et depuis 30 ans, on a cette activité qui est réglementée à la fois par la loi du travail, mais également par nos financeurs. Très longtemps, moi, j'ai rempli des dossiers d'agrément tous les 2 ou 3 ans pour prouver qu'on était dans l'objectif inclus dans le Code du travail. Voilà, Philippe, pour cette première présentation. Bien entendu, par la suite, nous allons dérouler les aspects de contenu de ce bilan de compétences. Je te laisse poursuivre à ton rythme. D'accord. Alors, par contre, je veux bien que non, je peux tourner les pages moi-même. C'est fait. J'y arrive. Alors, pour qui? Alors, le spectre est assez large puisque, alors, on n'est pas. Je commencerai par peut-être les âges qui ne sont pas dans cette slide, mais attention. Les âges, attention, ça veut dire quoi les âges? Attention à ce que tu dis. Bien entendu, j'entends par là qu'il y a des dispositifs spécifiques pour les jeunes de moins de 26 ans, mais je voudrais aussi dire que, compte tenu de la manière dont les carrières évoluent, eh bien, à notre grande surprise, nous qui voyons traditionnellement des salariés ou demandeurs d'emploi de 45 ans, de 50 ans qui se posaient des questions sur des suites de carrière ou des changements à mi-carrière, tout à fait logique d'ailleurs. D'ailleurs, si on devait garder un dispositif de bilan, ça serait celui de faire un bilan sans doute à mi-carrière, on pourrait y revenir. Mais je voudrais signaler qu'on voit en bilan des gens de plus en plus jeunes qui ont construit un parcours avec l'influence du système d'orientation classique ou qui sont amenés à remettre en cause des choses très jeunes. Également des alternants qui ont été salariés assez jeunes et qui ont finalement un budget suffisant pour se faire accompagner dans leur carrière, prendre des décisions. J'y reviendrai longuement sur cette question de la décision.
pour en arriver aux différentes catégories. Donc, les salariés du privé, quelle que soit la taille des entreprises. Alors, c'est vrai que les grandes entreprises peuvent parfois prescrire ou dire que ça serait peut-être pas mal de faire un bilan de compétences. Le salarié restant libre, bien sûr, de choisir sa structure. C'est une des caractéristiques aussi de ce système, c'est que la personne est libre vraiment d'aller consulter et de choisir la personne ou la structure avec laquelle il veut être accompagné. Tiens, Serge, donc en deux mots, le bilan de compétences s'adresse à tout le monde. Le bilan s'adresse à tout le monde, y compris d'ailleurs aux salariés du secteur public. Depuis longtemps, on a toujours eu des salariés de l'État, fonction publique d'État, beaucoup fonction publique territoriale, le secteur de la santé avec son financeur spécifique, des travailleurs indépendants, des chefs d'entreprise, des professions libérales pour lesquelles on croit que tout va bien, mais où il y a des évolutions de parcours. Hein. Moi, depuis quelques années, je vois des avocats, des mandataires judiciaires qui veulent changer d'activité parce que leur marché est compliqué. Des demandeurs d'emploi en coopération ou non. Alors parfois des gens qui sont sur la charnière entre la fin d'un poste et leur statut de demandeur d'emploi, mais là il y a une continuité qui est assurée, donc il n'y a aucun problème pour commencer un bilan en étant salarié et le continuer en étant demandeur d'emploi. Des demandeurs d'emploi qui peuvent tout à fait reprendre un poste pendant le bilan, mais c'est pas vraiment un problème puisqu'on est là pour travailler sur la stratégie professionnelle à plus ou moins long terme. Donc effectivement, comme tu dis Philippe, tout type de personnes. On a mis également cette note concernant la situation d'arrêt maladie qui malheureusement, je dirais, est très courante. Hein, effectivement, il y a une souffrance professionnelle dont on ne se repaît pas du tout, mais on est contacté par énormément de gens qui ont une difficulté, soit psychologique, soit physique. À nous d'analyser la situation et de leur dire si c'est le moment ou pas, d'ailleurs, hein, de faire un bilan ou s'il faut attendre un petit peu. En tout cas, quand on est en arrêt maladie parce qu'on s'est cassé une jambe, eh bien, ma foi, il suffit d'avoir l'autorisation de sortie nécessaire par la sécurité sociale et son médecin pour pouvoir venir faire des séances et finalement utiliser le temps inutilisé. Je dois dire que de ce point de vue, la période du Covid, où les gens étaient bloqués chez eux, a été un temps où on a beaucoup travaillé parce que eh bien, les gens voulaient utiliser le temps pour réfléchir à leur parcours professionnel. Alors, quand on dit qu'il n'y a pas de limitation d'âge, il y a quand même un petit bémol parce que nos commanditaires, aujourd'hui, dans leur cahier des charges, indiquent que le bilan n'est pas un bilan pour construire un projet personnel. Donc, on n'est pas là pour accompagner la sortie vers la retraite. En revanche, on pressent quand même qu'on va être de plus en plus sollicité sur les suites de parcours professionnels dû, le cas échéant, à l'allongement des carrières. Mais aujourd'hui, il n'est pas question pour nous, parce que c'est clairement dit par nos financeurs, qu'on n'est pas là pour faire un projet personnel d'activité en retraite. C'est la seule limite et elle est très très claire, notamment de la part de la Caisse des dépôts qui gère le CPF. Alors, on va passer aux objectifs qui sont divers et variés. Alors, on a essayé de les formuler de cette façon. Je vais y revenir, mais je vais croiser aussi avec une autre manière, explorer des nouvelles possibilités, trouver un emploi. Alors, bon, prenons ces termes, effectivement, on peut rester comme ça, avec toujours quelques commentaires. Au milieu, ici, on a se reconvertir. Effectivement, on a actuellement beaucoup de gens qui arrivent, pour qui le bilan de compétences est synonyme de reconversion. Bon, on est là aussi justement pour dire que ce n'est qu'un cas de figure parmi d'autres. La demande de reconversion, souvent étant une réaction par rapport à une situation difficile. Alors, nous ne sommes pas là pour faire des thérapies. On pourrait penser que gagner en confiance, ça serait ça. Bon, effectivement, il y a un effet induit du bilan sur
peut-être des bénéfices du fait des compétences des consultants. Il peut y avoir effectivement des bénéfices, gagner en confiance, si effectivement on est plus sûr de son projet et de sa trajectoire, ça peut être un effet induit. Je ne vous le prends pas dans le sens des aiguilles d'une montre, je pioche un peu dedans. Prendre du temps et faire le point sur sa situation, c'est la moindre des choses parce que effectivement, dans le projet, on va dire que tout est dans la préparation. J'aurais même tendance à dire que le projet, on le lance quand tous les feux sont ouverts et c'est pas forcément la question, c'est pas forcément le cas au moment du bilan de compétences. Savoir parler de soi et se mettre en valeur, c'est un effet induit. Encore une fois, on n'est pas là, on n'est pas consultant en communication ou en relooking, c'est pas la question. Mais là, on parle un petit peu d'effet induit. En tout cas, explorer de nouvelles possibilités. Effectivement, c'est effectivement une ouverture très large pour rentrer un petit peu dans le détail. Serge, Oui. Serge, si tu le permets, de façon générale, globalement, on sait très bien que pour toute personne, sortir de son corps ou parler de soi-même ou identifier un certain nombre de ses points forts, c'est pas forcément un exercice le plus facile. Et c'est vrai que avoir recours à une tierce personne dont c'est le métier qui, au travers de ces outils et questionnements, ça va être facilitant. Donc, dans ce sens, en effet, quand on dit gagner en confiance, savoir parler de soi, c'est que vous allez pouvoir aider, vous, prestataire de bilan de compétences, vous allez pouvoir aider cette personne justement à quelque part avoir aussi une capacité à mieux se connaître et mieux parler d'elle, quoi. Oui, c'est évident. On peut même parler d'effets induits sur des aspects plus profonds, voire psychologiques, parce que on sait très bien que dans des difficultés ou des transitions difficiles, l'estime de soi peut être attaquée aussi. Donc l'idée, c'est effectivement, en tout cas, de mieux se connaître, parce que ça va apporter un certain nombre de certitudes. Donc, quand on reçoit les gens, on va identifier un certain nombre de points. J'y reviendrai dans les étapes du bilan, notamment la première étape qui est l'analyse partagée de situation. Alors, quand on vient en bilan, avant d'aller sur les objectifs vraiment finalisés, on vient avec des préoccupations. On vient avec le besoin de faire un point sur des connaissances professionnelles, des connaissances personnelles, ces expériences, parce que souvent on n'en a pas une représentation homogène, et je dirais que le bilan, ça va être l'occasion de remettre en cohérence un parcours. Les gens viennent aussi en demande d'évaluation, c'est-à-dire un peu vulgairement, qu'est-ce que je vaux? C'est quoi mes aptitudes intellectuelles? Quelle est ma personnalité? À quel type d'activité est-ce que ma personnalité me conduirait? Donc les objectifs, on va, comme vous sur le CEP qui gère dans une échelle de temps différente, on va faire le point pour voir les possibilités d'évolution professionnelle. L'objectif vraiment qui nous est donné, c'est de construire un projet professionnel cohérent, adapté et finalisé. Finalisé, c'est surtout parce qu'il y a une dimension de plan d'action. Cohérence, on y reviendra, mais c'est l'aspect qu'on appelle de faisabilité, c'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir différentes hypothèses de projet, mais peut-être qu'il y en a un ou deux qui seront plus réalisés que d'autres en fonction de sa situation. Donc ça, c'est l'adéquation du projet qui doit se faire aussi en fonction des contraintes du marché. Alors on peut effectivement déménager, mais souvent on est amené à comparer, à étudier les données socio-économiques du territoire, parce que le projet, il faut qu'il puisse s'inscrire dans une offre d'emploi. Le cas échéant, le bilan qui s'inscrit quand même dans la réglementation de la formation professionnelle peut amener une ouverture sur d'autres dispositifs, dans le sens où, dans le plan d'action, il peut y avoir des étapes de formation courtes, formation qualifiante, mais également de VAE, qui est un petit peu le petit frère du bilan de compétences, puisque les deux dispositifs ont en gros la même historique. Alors, cette ouverture sur
vers quoi ça nous mène, explorer de nouvelles possibilités. On verra la typologie des projets, mais en gros, on voit bien dès ce slide que on peut accompagner vers des suites d'emplois de façon simple. On peut être dans un plan d'action un tout petit peu plus long avec des étapes d'adaptation, de formation, par exemple, mais avec une certaine forme de continuité dans la mobilité professionnelle qui peut être soit externe, mais également interne, parce que on peut être amené à tout simplement construire des suites de parcours dans la même entreprise. Donc, Serge, excuse-moi, je voudrais juste vérifier. Est-ce qu'on est sur la même page là? Premier non, rendez-vous, bilan on n'est pas encore arrivé sur. Là, je suis encore sur les possibilités Ah, à d'accord. travers, OK. à travers donc les objectifs, mais on peut passer directement sur les étapes du bilan sans problème, notamment pour comment dire, respecter le timing, je pense. C'est là que tu m'alertes, je pense. Bon, alors, attendez, je me remets sur la slide. Donc ici, on voit bien qu'on a en gros 4 étapes. On a 3 étapes qui sont définies par les réglementations, c'est-à-dire que, quelle que soit la durée du bilan de compétences, nous devons respecter cette structure. Donc c'est le premier niveau de nos obligations. En amont, on va procéder à l'analyse de la demande. Alors, comme c'est souligné, parce que c'est devenu la pratique, on reçoit les gens en entretien pour pouvoir analyser leurs demandes. D'un point de vue de nos dispositifs et d'ailleurs des règles également de qualité obligatoires, on va appliquer ce qu'on appelle une analyse partagée de situation. Alors pourquoi quand on fait face à une situation, il n'est pas du tout évident de connaître comme ça rapidement les tenants et les aboutissants. Donc on va déjà identifier un grand nombre de paramètres de la situation professionnelle et personnelle. Alors personnel, on peut avoir certains freins qui soient d'ordre psychologique. Dans ces cas-là, on peut mettre en pause le processus. Il peut y avoir, bon, si on est par exemple en burn-out, on va peut-être se dire qu'il serait bien d'être accompagné par un psychologue et puis de démarrer le bilan dans 3 ou 4 mois quand les choses seront un petit peu apaisées. Ensuite, donc sur une situation plus standard, on va repérer les points sur lesquels on peut agir. À savoir qu'il est quand même préférable d'avoir quelques objectifs bien sélectionnés plutôt que de vouloir résoudre tous les problèmes de la Terre. Donc, de ce point de vue-là, il est important que le bilan ait quelques objectifs personnalisés. Quand une personne arrive chez nous, également, on a un discours en face de nous, c'est-à-dire une personne qui arrive en réaction, qui vous raconte un petit peu ce qu'elle vit au quotidien, qui trouve des solutions. Donc, il y a des formes aussi d'interprétation, donc il faut commencer à faire le tri entre certains points de vue et puis certains faits concrets sur lesquels on va pouvoir s'accrocher. Voilà, donc on est amené quand même à faire un petit tri dans les informations et ce qui va nous amener à arriver à clarifier les priorités de ce bilan, en livrant d'ailleurs, comme je le disais, un programme personnalisé sur lequel on va se mettre d'accord avec notre client. Alors, dans les 3 phases obligatoires, on a un certain nombre d'obligations également. On doit confirmer l'engagement de la personne parce que est-ce qu'elle a été influencée pour faire ce bilan? Est-ce qu'elle est toujours d'accord? Donc, la confirmation de l'engagement est un point vraiment important. Bien sûr, on fait le point sur ses souhaits. C'est ce qu'on vient de voir à travers l'analyse partagée de situation. Et puis, on va donc définir les besoins de cette personne et répondre également à toutes ces demandes d'informations. Alors, dans les besoins identifiés, on a quand même une typologie assez claire. On va avoir des préoccupations d'orientation.
Ça peut être simplement, par exemple, la connaissance des dispositifs de formation qui sont quand même assez complexes, des préoccupations d'acquisition de connaissances, de nouveaux savoir-faire, des préoccupations de transaction, c'est transformer un existant en autre chose. On peut citer par exemple les questions de transférabilité de compétences d'un domaine à un autre domaine, faire du neuf, hein, et puis une préoccupation générale de prise de recul, hein, tout simplement, qui est la difficulté principale. Serge, Oui. Serge, je reviens sur un mot important que tu as dit. Alors, il n'y a pas qu'un seul mot, mais je le dis volontairement par rapport aux questions, aux éléments que je vois passer. Quand tu dis l'engagement, tu vas vérifier. Donc, l'idée, c'est que de vérifier que la personne, elle est dans une démarche volontaire du bilan de compétences et non pas obligée. C'est ça que tu voulais dire tout Tout à l'heure? à fait. En fait, le Code du travail, qui indique ça depuis toujours, est dans une démarche de protection du salarié, hein. On est vraiment dans le domaine du social. Et c'est vrai que, ma foi, lorsque une entreprise prescrit un bilan, on vérifie toujours les tenants et aboutissants de cette affaire. Et puis, surtout, on rappelle les aspects de confidentialité, puisque jamais de ma vie, je n'ai transmis une synthèse de bilan à un employeur. C'est à charge, c'est aux salariés de partager le résultat s'ils le souhaitent. Alors, Oui, Serge, quand tu dis une entreprise prescrit, eh bien, par exemple, elle propose. Philippe, tu es en entretien professionnel avec ton patron et celui-ci va te dire, écoute, la suite de ton parcours n'est pas très claire chez nous, ça serait peut-être bien que tu fasses un bilan. Hein. Donc, vous voyez, dans ces cas-là, on ne sait pas trop, hein, quelles sont les motivations. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vérifie l'engagement, hein, Très bien. et qu'on rappelle la confidentialité. Alors, petite parenthèse là-dessus, on voit bien qu'il y a des éléments techniques, d'organisation, de timing. Le consultant, c'est un peu alors, en dehors de ses compétences sur l'accompagnement, quelque part, on peut quand même dire que globalement, c'est quelqu'un qui maîtrise un peu la psychosociologie quand même, qui n'est pas forcément psychologue, mais qui a quand même des connaissances, ou en tout cas qui baigne dans une équipe qui est quand même orientée sur la psychologie du travail. C'est aussi, moi je dis, un chef de projet, parce que c'est lui qui va garantir les étapes qu'on va voir après, qui va cheminer à côté de la personne, qui va faire le tri, qui va être un peu le gardien du timing aussi de ce bilan, parce que finalement, on va se fixer un objectif de durée. Hein. Voilà, donc en phase d'investigation, on va essayer d'améliorer la connaissance de soi, de rentrer dans la connaissance des environnements professionnels, d'identifier les compétences, les ressources mobilisables et surtout d'identifier les freins ou ce qu'on appelle, et moi c'est le terme que je préfère, les croyances limitantes. Parce qu'on arrive en bilan avec sa propre représentation des choses et le travail va consister à élargir finalement ces représentations. Alors, sur la phase de conclusion, juste avant que tu nous en dises 2 mots très rapidement, parce qu'il nous reste 7 minutes avant de passer sur le CEP. Oui. J'ai vu que certains s'étonnaient, qu'en fonction des prestataires de bilan, ils avaient pu recevoir, leurs conclusions, 1 an après. Qu'en est-il? La phase de conclusion, en gros, elle doit arriver quand? Et qu'est-ce qui doit être remis à la personne accompagnée, par un prestataire de bilan? Alors écoutez, moi je suis très heureux de cette question parce que nous on se bat depuis des années. On a connu une forme de déréglementation du marché avec effectivement des nouveaux entrants qui vous envoient un résumé de tests de personnalité. Nous, on défend une structure de synthèse de bilan de compétences très rigoureuse. Nous, à la fédération, on met en place tout le temps, toute l'année, des analyses de pratique et des formations à la rédaction de la synthèse, parce que même quand on a 10 ans d'expérience, eh bien, le travail est toujours à remettre sur le métier. Donc, ils peuvent s'étonner. Nous, quand on clôture un dossier et qu'on déclare que le service a été fait au financeur, notre principal financeur aujourd'hui étant quand même le compte personnel de formation, eh bien, ça veut dire que la synthèse a été remise. Donc, on peut dire tout simplement que c'est inacceptable. C'est le seul pic que je ferai à certains intervenants du marché. En tout cas, ce ne sont pas les intervenants qu'on trouvera dans la fédération. Puisque nous avons consommé déjà beaucoup de temps.
je voudrais vous parler effectivement. Alors, très rapidement, la phase d'investigation, ça va être une des phases les plus importantes. On va revenir dans le passé et je voudrais vous dire très simplement que ce retour dans le passé, c'est celui qui permet d'éclairer l'avenir, donc de construire une trajectoire à cet avenir. Pour vous le dire très, très franchement, au-delà des slides, le bilan, c'est aider à prendre la décision. La prise de décision, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Quand on veut décider, on veut être sûr qu'on a fait le tour du sujet, en quelque sorte. Mais la décision, ça ne s'arrête pas là. Et l'évolution professionnelle, c'est chouette d'avoir des objectifs et un plan d'action. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce qui va être parfois très difficile, c'est la transition. C'est gérer la transition c'est-à-dire gérer les contradictions qu'il peut y avoir, par exemple, entre ma situation actuelle comme salarié et mon projet professionnel. Et ça va peut-être tirer un peu entre les deux. Et il va falloir gérer ça. Ça, c'est notre affaire d'aider la personne de ce point de vue-là. Donc, au-delà de nos compétences sur l'analyse des compétences, l'analyse des motivations et tous les ingrédients qui vont nous permettre de conduire à un projet, de construire un projet, eh bien, on est là pour vous aider dans la conduite du changement. La conduite du changement, c'est faire face à une rupture, c'est devoir faire un effort d'adaptation, c'est également apprendre à gérer un risque parce que finalement, quand on est dans ces situations de changement, on a peur. On peut avoir peur. Donc, pour finalement enlever cette pression d'enjeu du changement, rien de tel qu'un plan d'action, parce que, comme son nom l'indique, on va être dans l'action et plus dans la réflexion. Donc, pour terminer, Serge, oui. il nous reste 2 minutes avant de passer aux questions-réponses et d'enchaîner sur le CEP. Tout à fait. Alors, eh bien, en guise de vision globale, on a un CEP qui est un service continu. Pour autant, quand on prend quelqu'un en bilan, la période d'accompagnement est relativement longue puisqu'on a une date d'entretien d'accueil. Ensuite, on planifie un bilan pendant une moyenne de 2 mois et demi, 3 mois. Vous connaissez tous les modalités, présentielles, distancielles, hybrides aujourd'hui, en fonction des situations. On livre une synthèse de bilan avec un plan d'action qui peut nous amener sur court, moyen, long terme, un plan d'action qui peut aller jusqu'à 3 ans. Donc, on se projette quand même relativement loin. Au-delà de ça, on va revoir la personne dans le cadre d'un entretien de suivi à 6 mois, revoir ou se contacter pour actualiser le plan d'action. Voilà, donc ça veut dire que quand on s'engage avec quelqu'un, on est quand même parti pour être en contact ensemble pendant de nombreux mois sur une année. Sachant qu'on commence à voir certaines personnes qui, dans leur carrière, auront fait peut-être 2 ou 3 bilans de compétences, peut-être 2, mais en tout cas, ce qui est intéressant pour nous, pour passer la main, c'est d'avoir ce lien avec le conseil en évolution professionnelle qui, lui, va pouvoir assurer ce fil conducteur et notamment, dans certains cas, aider nos clients à mettre en œuvre le plan d'action que nous aurons construit dans le cadre du bilan de compétences. Voilà. Donc, tout ça pour passer la main au CEP et dire que j'espère qu'on continuera à être complémentaires. Alors, Serge, en effet, très rapidement, tu as évoqué, les bilans, les durées. Donc là, j'ai passé les slides puisqu'apparemment, il semblerait qu'on ait eu peut-être un décalage, entre, tes Oui, les tout à slides fait. que tu as voilà, donc Tout à fait. J'ai pas vraiment géré bon, le fait de tourner les pages. Bon, on est sur des indications pratiques. Aujourd'hui, 24 heures, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le financeur nous dit qu'on peut financer un maximum de 24 heures. Un bilan court, on l'accepterait à condition d'avoir un début de projet qu'il faudrait finaliser ou construire. C'est entre les deux, il peut y avoir un bilan de 24 heures où finalement on réduit de quelques heures, mais le format général reste celui-ci. 2 à 3 mois, moi mon conseil c'est de personnaliser le bilan en construisant le planning avec son consultant. On n'a pas à vous imposer un planning. On n'est pas pressé de sortir une facture à la fin du bilan. Si vous avez besoin de 3 mois et demi, il faut les prendre, notamment pour faire des enquêtes métiers, avoir des contacts à l'extérieur. C'est très important que le bilan soit utile. Donc, on n'est pas pressé de le finaliser.
Bon, il y a un conseil quand même, on ne peut pas faire un bilan en un mois parce que les idées n'auraient pas le temps de faire leur chemin. Au-delà de 4 mois, on considère que là, on est un petit peu trop dilué dans la durée et que ça serait moins efficace. Sur la durée des séances, eh bien, traditionnellement, il y a longtemps, les séances étaient souvent de 3 heures. Le Covid est passé par là, on faisait des séances à distance d'1 heure et demie. Aujourd'hui, on fait une moyenne. La moyenne, ce sont des séances de 2 heures et effectivement un petit peu plus courtes si on est à distance parce que c'est difficile de rester concentré pendant 2 heures. Les modalités, elles sont à définir avec avec le client et le consultant. C'est un travail entre eux. Nous n'avons rien à imposer et nous sommes des cabinets qui restons généralistes, contrairement effectivement à des plateformes elles, imposent leurs modalités, mais c'est le choix des personnes. Voilà, donc il y a Oui. une certaine souplesse dans les modalités. Les financeurs, écoutez, je vais aller très vite parce que la majorité des gens ici sont salariés. Aujourd'hui, on a un financeur, moi je vois dans mon cas pratiquement unique, qui est le compte personnel de formation géré par la Caisse des dépôts. Il faut savoir que nous avons des contrôles de services faits très réguliers et on s'en félicite parce que ça va dans le sens de l'amélioration de la qualité également. On participe à des webinaires avec notre financeur. Enfin, tout ça nous va bien. Et si nous n'avons pas notre certification qualité obligatoire, eh bien, nous ne pouvons plus être présents sur la plateforme du CPF. Alors, on a également d'autres financeurs, le secteur hospitalier public avec son propre organisme de financement. Nous, on insiste énormément enfin, nous espérons plutôt que dans l'avenir, on verra peut-être plus d'employeurs dans le cadre de l'entretien professionnel, abonder peut-être le compte personnel de formation des personnes. En tout cas, c'est un outil extraordinaire qui est, bien sûr, c'est l'État et les branches professionnelles qui versent de l'argent, ce sont nos charges sociales, mais avec une certaine liberté du salarié pour décider ce qu'il fait de ce financement. On a également quelques personnes qui financent des bilans personnellement. Ce ne sont pas d'ailleurs les plus riches souvent. À noter quand même que depuis quelques mois, nous avons un reste à charge obligatoire sur le compte personnel de formation qui est de 100 euros. Voilà, je passe rapidement sur les salariés du public qui connaissent parfaitement le financement. Alors eux, c'est un peu moins anonyme puisqu'ils doivent toujours demander à leur hiérarchie pour utiliser leur financement. Les indépendants ont souvent leur propre organisme de financement. Et puis, pour ce qui est de France Travail, eh bien, on fait un devis et puis France Travail demande à la personne de mettre en œuvre son CPF et peut abonder. À noter également que quelques régions ont décidé d'abonder le compte personnel des gens sur certaines prestations, mais ça, c'est en fonction des régions. Donc voilà très rapidement pour le financement, mais lorsqu'on fait des entretiens d'accueil, de toute façon, on revient sur toutes ces précisions. Et puis, bien sûr, le dirigeant du cabinet est toujours en appui de son équipe pour préciser tout ça. Donc, on fait beaucoup de devis. Voilà. Alors, je suis à disposition pour vos questions. Alors, j'espère, Philippe, que On va tu as les eu le temps reprendre. d'attraper une tendance. Oui, alors, J'espère également qu'au niveau de la gestion du chat, on pourra peut-être, si nécessaire, peut-être faire des réponses en 2 temps aux personnes qui n'auraient pas été, dont la question n'aurait pas été traitée complètement. oui, alors, je rassure nos participants, nous allons tout de suite rentrer dans le CEP Oui, pour. je vais répondre quand même à Diane sur le reste à charge de 100 euros. Je lui confirme que les demandeurs d'emploi n'ont pas de reste à charge sur le CPF. Voilà, sachant que, alors, il y avait, si on reprend quelques questions qui ont pu être données dans le chat, certaines personnes mentionnent en effet que leur délai de réflexion semble en tout cas plus long. Certaines parlent de 7 mois de réflexion et au regard de ce que tu parlais de plus ou moins 3 mois, la personne dit bah alors le bilan de compétences c'est trop court pour moi. Alors, trop court, oui, c'est une bonne question. Alors, de toute façon, un bilan, ça va nous permettre de construire un dispositif. Alors, on peut, dans le cadre de ce bilan, définir des grandes lignes stratégiques. Ensuite, les choses vont se jouer dans le plan d'action.
Et c'est là que ça se complexifie et où la personne peut garder toute son énergie. En effet, si on prend un objectif ou un but particulier, peut-être qu'il va y avoir plusieurs chemins pour y arriver. Donc là, elle va pouvoir mettre son énergie finalement dans la gestion du parcours pour arriver à l'objectif. Sur la définition de l'objectif, je comprends bien, euh, mais à un moment donné, la personne va se retrouver avec un interlocuteur en face qui est vraiment à sa disposition pour, euh, pour poser les choses. Euh, je maintiens effectivement que analyser un projet pendant plus de 4 mois ou 5 mois, ça devient compliqué. Peut-être que le contexte a tellement changé que les bases de la réflexion seraient modifiées. Donc moi, je conseille éventuellement de faire mûrir la réflexion. Le cas échéant, ce qu'on peut proposer et ce qui arrive, c'est de faire cet entretien d'accueil, de poser un certain nombre de lignes. Ça dépend un peu de la disponibilité du cabinet, mais faire cet entretien d'accueil, peut-être poser quelques bases et dire, voilà, moi, je mettrai en œuvre dans quelques mois quand j'aurai fait le point sur quelques informations qui me manquent. Et on a effectivement des clients qui reviennent au bout de quelques mois parce qu'elles se sentent mûres pour engager le travail, puisqu'il s'agit bien d'un travail. Ok, Serge, deux questions qui concernent les tarifications. Est-ce que tu peux nous donner des points de repère, Oui, globalement, de tarification moyenne? Ça, c'est oui. la première question. Et deuxième question associée au tarif, certains disent, bah, concrètement, quand est-ce que le prestataire doit être payé? Voilà. D'accord. Alors, écoutez, on va considérer le cas général du CPF qui est le cas le plus emblématique, et puis de toute façon, les autres financeurs, c'est très ressemblant. Euh, donc, nous, en fait, nous émettons une facture au financeur. Donc, on ne demande jamais d'argent à la personne. Le financeur vérifie bien sûr que le service a été réalisé et fait. Et je peux vous assurer que dans mon cas, je dois avoir un contrôle de service fait tous les 15 jours, hein. C'est toujours un peu stressant, mais bon, Par si qui? on... Par qui? Alors, par le financeur directement, qui peut être amené à me demander des Le pièces. financeur. Le Euh, financeur, c'est qui? ah bah, le CPF, par exemple, peut me demander des pièces prouvant que la prestation a bien été réalisée. Donc la Caisse des dépôts et consignations, puisque Tout c'est à fait, pas, tout à fait, tout voilà. à fait, hein. Alors, pour revenir sur les prix, alors évidemment, si on a affaire à une plateforme qui fait du bilan collectif à distance, c'est-à-dire qui n'est pas du tout dans la définition ni la réglementation, on peut faire un bilan à 500 euros. Ça, c'est si je vous mets en e-learning pendant 20 heures, ça ne va pas me coûter très cher. Si on est dans un système un peu plus traditionnel et un peu plus respectueux des gens, ça veut dire que les principales ressources qu'on va mobiliser pour faire ce bilan, c'est un consultant avec sa formation, son expérience, etc. Donc, payé plus ou moins cher selon ses compétences. Un certain nombre d'outils également, sachant que, par exemple, les tests qu'on utilise ou les plateformes qu'on met à disposition nécessitent des habilitations, sont souvent sur abonnement payant. Donc, tout ça, c'est ce qui constitue le coût du bilan. Par exemple, nous sommes obligés de fournir des locaux pour faire des entretiens individuels parce que c'est ce qui va garantir la confidentialité. Alors, pour vous répondre en termes de prix sur un bilan sérieux, je crois savoir que la moyenne nationale, quand on fait un peu la moyenne entre les grandes villes qui sont plus chères, parce que les coûts sont plus élevés forcément de fonctionnement, et puis les régions, je crois qu'on est sur une moyenne de l'ordre de 1850 euros pour un bilan de 24 heures qui va représenter souvent 18 heures de présentiel, un peu de travail encadré, un peu de recherche peut-être à l'extérieur, en tout cas pas moins. Euh, je dirais que le bilan classique peut aller jusqu'à 2500 euros dans une grande ville, peut-être un peu plus, mais je ne sais pas ce qui le justifie. Est-ce que c'est le côté luxueux des locaux où on vous reçoit? Enfin, j'en sais rien, mais enfin, c'est une moyenne. Moi, en 25 ans d'activité, je n'ai jamais fait de différence entre un bilan de compétences pour un employé ou pour un cadre, donc je ne vois pas la différence, mais on peut en trouver. Peut-être le niveau
du consultant qui intervient. Enfin, pour moi, c'est pas un sujet. Donc voilà, on est sur une fourchette qui est relativement limitée de 1 800 à 2 500 euros. Je dirais que c'est à l'usager de voir en fonction également de son compte personnel de formation. En dessous, je dirais qu'il faut se méfier quand même. Au-dessus, je vois pas, je vois pas l'idée. Hein. Serge, Oui, je me permets, parce qu'il nous reste même plus de 10 minutes pour parler du CEP. oui. Donc, en conclusion très rapide, si tu avais un ou deux conseils pour une personne aujourd'hui qui envisage de faire un bilan ou qui se pose des questions, globalement, quel serait ton conseil pour choisir un prestataire? Est-ce que tu aurais Oui, un alors, ou deux alors vous recommandations alors, synthétiquement? oui, alors vous imaginez bien que j'ai fait ma petite liste parce que ce sont des arguments qui nous sont chers. Est-ce qu'il y a une vraie analyse partagée de situation qui est faite en entretien d'accueil ou est-ce que c'est un entretien commercial? Bon, le fait que le cabinet ait sa certification qualité, ça tombe généralement sous le sens parce que sinon il ne peut pas travailler. Bon, après, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. L'expérience des consultants, c'est assez difficile à évaluer, mais enfin, vous pouvez demander à la limite quel type de diplôme. Ça peut être un peu gênant, mais sachez quand même que dans la fédération, on a quand même un grand nombre de gens qui sont de formation psychosociaux, psychologues du travail. Ça donne une piste, mais c'est pas exclusif. Il y a énormément de consultants en ressources humaines. Moi, je suis pas psychologue du travail. Ma spécialité, c'est la stratégie et avant tout, appliquée aux organisations ou aux personnes. Alors, je dirais le nombre de séances en face à face. Est-ce que à l'entretien d'accueil, on est capable de rentrer dans un planning déjà précis? Et puis, quel est le travail entre les séances? Parce que ce temps de 24 heures, il faut l'optimiser. Qu'est-ce qu'on fait entre les séances? Est-ce qu'on se donne des objectifs? Est-ce qu'on fait des points intermédiaires? Vous voyez, tout ce qui va donner la Ok, qualité. C'est pas on attend de se revoir pour reprendre le travail. ok, Voilà, très bien. très, très, très rapidement. Mais le nombre de séances, c'est-à-dire le temps direct qui vous est consacré, c'est essentiel. J'enchaîne directement puisqu'il nous reste plus que 8 minutes pour parler du CEP, donc ça va aller à la hussarde. L'idée, c'est de revenir maintenant sur ce service qui est le conseil en évolution professionnelle. Donc concrètement, le conseil en évolution professionnelle, vous allez voir qu'il y a des points communs pour autant. Donc là, on parle d'un service, on ne parle pas d'un dispositif. Donc c'est bien un service qui est accessible en effet aux salariés, aux indépendants, et vous allez voir qu'il c'est ouvert à d'autres situations pour véritablement permettre d'élaborer, travailler, formaliser, mettre en œuvre une stratégie en effet visant à l'évolution professionnelle. Donc ce service public, bah, il est gratuit, il est bien sûr confidentiel, il est neutre et impartial puisque un conseiller en évolution professionnelle n'a rien à vendre, il exerce un service public, donc il est de vous permettre de prendre à la hauteur. Il est accessible parce que vous allez le voir, c'est valable sur tout le territoire et qu'il y a différents opérateurs. Donc le conseil en évolution professionnelle, c'est avant tout un service. Ce service, il est mis en œuvre par des opérateurs. Ces opérateurs, vous avez votre serviteur Coucou représente Avenir Actif. Donc vous voyez que Avenir Actif s'occupe exclusivement des salariés et des indépendants. Pour autant, il y a aussi le réseau de l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC, qui délivre le conseil en évolution professionnelle. Donc, que vous soyez cadre en activité ou non en activité, le conseil en évolution professionnelle, vous pouvez aussi le trouver auprès de l'APEC. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est auprès de France Travail. Si, comme Serge et moi, vous avez moins de 26 ans, eh ben, c'est Oui. auprès des missions locales. Voilà, bon, alors faut pas. Il y a un problème de noir et blanc sur la couleur, c'est pour ça, mais bon, moins de 26 ans, c'est bon, mission locale. Et puis Cap Emploi, si vous êtes dans une situation de handicap. Donc vous l'avez compris, quelle que soit la situation qui est la vôtre, vous avez un opérateur qui est entre guillemets est plus spécialisé. Concernant en tout cas Avenir Actif, on s'occupe de tous les salariés et des indépendants. Le CEP a pour quel objectif? Donc rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, globalement, va vous servir à quoi? Bah, c'est vous aider à, en effet, élaborer, mettre à plat, formaliser, comme on dit, et surtout derrière, mettre en œuvre une stratégie qui peut conduire à différents objectifs. Que ça soit de façon générique, travailler l'évolution professionnelle, développer vos compétences, vous reconvertir ou, pour certains, parler de transition professionnelle. Parmi vous, certains ou certaines vont peut-être avoir envie, la petite graine d'être entrepreneur, d'être son propre patron. Et ben, on pourra aussi aborder ce projet, acquérir une certification professionnelle différente ou de façon là aussi générique, travailler à la mobilité interne
voire externe, le conseil en évolution professionnelle. Je dis ça parce que nous avons parmi certainement les personnes présentes aussi des employeurs. C'est aussi avant tout travailler avec ses salariés pour favoriser la mobilité interne. Voilà. Le CEP, c'est pas automatiquement que la personne veut quitter l'entreprise. Voilà. Je ferme cette petite parenthèse pour les employeurs. Donc vous l'avez compris, des objectifs qui sont avant tout propres à chaque personne. Concrètement, ça se passe comment le CEP? Eh ben, le CEP, c'est avant tout une démarche qui est individualisée. C'est entre un individu et un autre, un conseiller et un bénéficiaire. Et la première étape, c'est en effet d'écouter ce que le bénéficiaire a envie de travailler, quels sont ses sujets, ses préoccupations. Et on va lui délivrer ce qu'on appelle un premier niveau d'information en fonction de ce qu'il nous aura exprimé sur, en effet, le ou les métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel. Et on touche un élément très sensible, c'est notre porte-monnaie. Et en effet, à un moment donné, on va rentrer sur les logiques de financement. Donc le conseiller en évolution professionnelle pourra vous expliquer en effet comment financer selon en effet les dispositifs qui peuvent être mobilisés, comment financer au mieux ce projet. Et puis on revient toujours sur cette importance d'un accompagnement personnalisé. Accompagner, ça veut dire que vous pourrez avoir un entretien ou plusieurs. Aucune obligation, là aussi, décontractez-vous, c'est du sur-mesure. Donc généralement, 80 à 90% des personnes qui nous rencontrent une première fois veulent continuer à avoir d'autres rendez-vous. On va l'évoquer aussi là dans quelques minutes. Accéder à toute information utile à l'élaboration et l'analyse de la faisabilité du projet, c'est là où vous trouvez des points communs. En effet, avec le bilan de compétences, pour autant, nous ne faisons pas des bilans de compétences et nous ne sommes pas missionnés, mandatés pour faire des bilans de compétences. On est là pour vous aider à construire un plan d'action pertinent et à être accompagné dans sa mise en œuvre. Donc vous l'avez compris, le CEP, c'est avant tout une démarche volontaire. Il n'y a aucune obligation de venir nous voir, mais vous y avez tout intérêt dans le sens où, on l'a évoqué, confidentialité, accompagnement personnalisé, éclairage sur les dispositifs, neutralité, etc. Concrètement, pour prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, c'est simple. Vous avez un seul site, il est en face de vous, www.mon-cep.org. C'est un site où vous pouvez indiquer à la fois soit votre lieu d'habitation, soit votre lieu de travail. Et vous aurez la vision qui est de l'opérateur et de l'agence de l'opérateur qui est le plus proche du lieu que vous aurez indiqué. Et on vous demandera aussi sur ce site quelle est votre situation. Est-ce que vous êtes salarié en effet? Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi? Vous avez moins de 6 ans, etc. Voilà, donc c'est facile pour identifier auprès de qui vous pouvez vous rapprocher. C'est en utilisant avant tout ce site unique qui vous renseignera. Pour les fonctionnaires, il faut que vous vous rapprochiez de votre structure RH. Voilà, le conseil en évolution professionnelle, tel qu'on l'a indiqué là, il est mis en œuvre en effet pour les salariés ou les demandeurs d'emploi. Et pour les fonctionnaires, il faut s'adresser directement, en effet, à votre structure RH ou à vos centres de gestion. Tout dépend aussi de la fonction publique, voilà, de la fonction publique que vous dépendez, mais vous ne pourrez pas en tout cas accéder par nos services en tant qu'opérateur du CEP, ça ne sera pas possible. Voilà, donc vous l'avez compris, le conseil en évolution professionnelle, c'est avant tout un service qui va vous éclairer sur différents éléments, notamment vous aider à formaliser votre projet. C'est un premier terrain pour dégrossir, poser les choses, et qui vous apportera des éclairages, en effet, sur tous les dispositifs. Et quand on parle de tous les dispositifs, en effet, en fonction plus ou moins rapidement des échanges que vous aurez avec votre conseiller, c'est dans ce cadre-là que nous sommes amenés aussi à inviter, proposer et éclairer en quoi, notamment ce qui vous intéresse aujourd'hui, le bilan de compétences, est un très bon outil. Voilà, donc nous, là-dessus, nous ne sommes pas prestataires de bilan de compétences, et nous ferons en sorte de vous donner des informations. Et grâce à l'intervention de Serge, je pense que vous avez déjà une meilleure vision de en quoi consiste le bilan de compétences. Vous l'avez compris, comme dans toute prestation de marché, il y a des prestataires, et heureusement majoritairement, qui sont de qualité parce qu'ils répondent à des cahiers des charges, à des exigences, notamment ceux qui font partie de la fédération, que représente en effet Serge. Et nous, en tout cas, sur l'activité du conseil en évolution professionnelle, c'est quelque chose qui peut se vivre en parallèle. Il n'y a pas de concurrence. D'un côté, un service, d'un autre côté, un dispositif qui est mis en œuvre par des hommes et des femmes compétents. Donc, vous voyez, on est là, en tout cas, que ce soit conseil en évolution professionnelle ou bilan de compétences, on est là avant tout pour vous aider
à avancer de façon sécurisée, à mieux piloter vos réflexions et la mise en œuvre de vos projets. Et donc, sachez qu'on a été ravis. Il est 10 heures. J'ai conclu très rapidement. Désolé parce que le temps nous a, comment dire, fait défaut. Pour autant, Serge aurait pu continuer et je lui en remercie encore de son intervention à vous parler et échanger. Voilà, donc on est limité par le temps. Serge, un mot de conclusion. Bah écoute, merci parce que bon, je trouve que cette semaine de l'évolution, le CEP, moi, je pense que ça nous tire vers le haut parce que on a besoin de travailler à plusieurs sur le suivi des carrières. Encore une fois, on a une vision qui est limitée à un suivi de 6 mois et je serais très heureux de pouvoir avoir des conseillers CEP qui continuent à suivre les plans d'action construits avec nos clients. Merci à tous. Merci Diane aussi pour ta contribution au niveau du chat. Merci à chacune. J'ai vu que vous veniez de toutes les régions de France. Ça nous a fait du bien de voyager avec vous au travers de vos commentaires. On vous souhaite bonne mise en œuvre dans vos réflexions. Oui. Vous l'avez Et compris. surtout, ouais, une belle évolution professionnelle, des belles suites de parcours, ne pas avoir peur et prendre des décisions. Au revoir et n'oubliez pas, le webinaire, vous y aurez accès avec donc le contenu qui vous a été présenté à partir du lundi 21. Bonne journée à tous. Bonne Au journée à revoir. tous. Merci Philippe. Au revoir.